أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع أنا مسلم. En 2004, le Parlement votait une loi sur l'interdiction des signes ostensibles religieux dans les écoles, les collèges et les lycées publics. 9 ans plus tard, dans un sondage BVA Télé, une majorité de Français se disent favorables à un renforcement de ce texte. 86% sont pour l'interdiction dans les écoles et les crèches du public et du privé. Le second sondage, lui, va même plus loin puisqu'il indique que 83% des citoyens souhaitent le même type d'interdiction, mais cette fois-ci dans les entreprises privées. La laïcité en France, c'est un débat plus que centenaire. Un débat aussi relancé par la récente décision de la Cour de cassation. Les juges ont en effet annulé le licenciement d'une salariée de la crèche de Bébylou. Celle-ci avait été renvoyée pour avoir refusé d'ôter son voile dans l'établissement. Mais en tant qu'entreprise privée, la Cour avait alors décidé que le principe de laïcité ne s'appliquait pas dans ce cas. Abdelkrim Branine. Rebonsoir, merci de nous suivre pour un nouveau forum débat. On parle ce soir de l'arrêt de la Cour de cassation de l'affaire dite de la crèche Babylou. Un arrêt qui a annulé le licenciement de cet employé voilé, Fatima Afif. Conséquence immédiate, levée de boucliers de personnalités politiques et nouvelle flambée de laïcité, à tel point qu'on parle très sérieusement d'un nouveau projet de loi anti-voile. Issa Yahya, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste, on vous a reçu lors d'un précédent forum débat sur un sujet similaire. Vous êtes spécialiste de l'islam contemporain, auteur d'un livre qui s'appelle De l'idéologie islamique française, éloge d'une insoumission à la modernité. On en vient donc à cet arrêt de la Cour de cassation et la mobilisation anti-voile qu'il a déclenché. On va écouter un juriste, là, peut-être, Maître Hakiki. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet arrêt? Mon avis sur ces arrêts, c'est que ce sont des arrêts juridiquement fondés, qui suivent un mouvement jurisprudentiel interne et européen, et donc moi j'ai pas été étonné par cette position qui est courageuse de la Cour de cassation. Aïssam? Bon, moi je suis pas surpris, puisque la Cour de cassation elle statue en fonction de la réalité d'un droit à l'instant T. Donc à partir de ce moment, elle ne fait que réinterpréter une affaire en fonction des sources du droit qui existe à ce moment présent. Cet arrêt d'ailleurs de la Cour de la cassation me rappelle, dans une autre perspective, l'arrêt du Conseil d'État de 1989. Pour la première affaire du voile dans un collège de la région parisienne, donc il avait statué de la même manière sur le droit tel qu'il existait à cet instant-là. Il avait donné raison aux jeunes filles. Il avait donné raison aux jeunes filles. Donc le problème, et ça il faudra qu'on y revienne, c'est que le droit, il évolue. Et justement, il évolue dans une démocratie au fil des tendances et des mouvements de population et de leurs sentiments. Et c'est ça le plus dangereux. Parce qu'aujourd'hui, certes, la Cour de cassation, elle a donné un arrêt qui est plus ou moins favorable pour cette jeune femme voilée, mais le droit va évoluer. Et d'ailleurs, c'est toute la problématique sur laquelle il faudra qu'on s'arrête et comprendre ce mouvement de fond qui traverse la France depuis maintenant 30 ans, puisque 89, on est en 2013, ça fait au moins déjà 30 ans de législation, de grignotage liberticide contre la pratique des musulmans en France. Il faudra revenir sur la philosophie du droit même, avant même le droit positif et objectif. Ça, c'est, je pense, le plus important. Car si on comprend ce mouvement du droit, on comprendra pourquoi ces problèmes sont toujours récurrents et interviennent de manière quasi périodique maintenant. Depuis la fin des années 80, on le rappelle, ça commence depuis la fin des années 80, et là je rebondis sur ce que mon prédécesseur vient d'affirmer. Au contraire, la laïcité, on a l'impression aujourd'hui qu'elle devient un dogme, qu'elle devient une religion d'État officielle, avec, je dirais, toute sa partie coercitive contre une population qui est jugée fondamentalement, par sa pratique visible, hostile à une certaine version de ce dogme. Et notamment, il y a tout un débordement de l'idée même de la laïcité sur la notion de public-privé aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ne savent plus, et ça il faudra voir avec le juriste, la notion de public. Si on regarde la population, ou certaines de ces élites, certains de ces intellectuels, ils interprètent ce terme public comme un parc public, comme une rue publique. Et donc là-dessus, la laïcité, elle peut s'appliquer dans ces lieux publics. Il y a le terme public d'un point de vue juridique, et il y a le terme public d'un point de vue commun. Et on voit qu'il y a un basculement du sens. La laïcité juridique suit ce basculement dans ce sens-là. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ahmed Khalifi. Écoutez, moi, là où je suis interpellé, c'est qu'on puisse être étonné que la Cour de cassation, qui est saisie non pas pour juger l'affaire en fait, mais en droit, s'attache à vérifier si la règle de droit a été correctement appliquée à une espèce en particulier. Manifestement, elle a eu 2 affaires à régler
sous un volet différent, et elle a fait une interprétation de la laïcité qui est conforme à la Constitution. Donc lorsque j'entends qu'il faille mettre au point un code de la laïcité, ou comme le disait tout à l'heure Mourad Ghazali, une charte de la laïcité à la RATP, je suis inquiet, et ça me rappelle de mauvais faits historiques, et je me demande si on n'est pas en train de tendre vers des lois d'exception à destination des musulmans. Alors on fait une première pause. Le forum débat de Beurre FM, l'information autrement. 19h02, on va écouter les auditeurs, il y a déjà du monde au standard. Karim, bonsoir. Bon, je salue tout le monde. Bonsoir. Pardon. J'appelle pour faire un petit constat, c'est-à-dire que moi, il y a quelques années, lors d'un débat, quelqu'un me disait, mais vous vous battez pas, vous vous plaignez, saisissez la justice, on est dans un état de droit, saisissez la justice pour faire reconnaître vos droits. Mais alors le problème maintenant, c'est que si on saisit la justice et que la justice nous rétablit dans nos droits, et que derrière les politiques viennent annuler la décision de justice, on n'aura jamais de jurisprudence nous concernant. Parce que si à chaque fois qu'une décision de justice est prise, la loi derrière vient pour annuler la décision, je veux dire, qu'est-ce qui nous reste maintenant ? C'est ce que, dans mon intervention d'hier, je disais, là, c'est un exemple flagrant. Ce n'est pas seulement les Français qui sont anti-musulmans, c'est l'institution, c'est l'exécutif, c'est le Parlement. C'est beaucoup plus grave que ça, je veux dire. C'est très très grave, ça veut dire qu'on veut à tout prix, par tous les moyens, même inconstitutionnels, faire en sorte de marginaliser le musulman pour qu'il se dissout. Vous comprenez, un musulman, ça doit se dissoudre. Et je vais vous donner un exemple très révélateur, sans vouloir monopoliser l'antenne. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté une de vos radios concurrentes, bon, je vais la nommer, j'ai écouté par hasard Radio J, comme ça, j'étais tombé dessus, et j'ai entendu une dame qui disait, alors la dame, elle disait, moi je comprends pas, on est sollicité tout le temps par la communauté juive, etc., et puis je comprends pas, j'ai été en Israël et j'ai vu des pauvres. Alors je voudrais savoir où est passé mon argent. Question légitime. Et le gars, il lui a répondu, tout de go, il lui a dit, mais vous savez, madame, quand vous versez de l'argent à une institution juive, 50% de l'argent sert à faire en sorte que les juifs ne se dissolvent pas dans la société dans laquelle ils vivent. Voilà. Donc, ça veut dire que eux, on leur reprochera jamais, ni d'être juifs, ni de ne pas se dissoudre, ni de ne pas s'assimiler. Par contre, nous, non seulement on nous reproche notre religion, mais on nous reproche de ne pas s'être dissous. Merci Karim en tout cas pour ce témoignage, cette analyse, cette grille de lecture. Karim qui nous dit, de toute façon on nous dit saisissez la justice, et quand la justice nous donne raison, la volonté politique vient derrière pour annuler tout ça. Maître Akiki. On est vraiment dans quelque chose qui sent pas bon. Qui sent pas bon, pourquoi ? Parce qu'on a la réversibilité des normes. Quand ça concerne certains, on dit c'est la liberté religieuse, et quand ça concerne d'autres, on dit laïcité. Et finalement, cette notion de laïcité, qui est très très difficile à saisir, et qui à la base devait dire l'État n'a pas de religion, l'État n'a pas de couleur, il accepte tout le monde, aujourd'hui on l'utilise pour exclure. On l'utilise pour exclure, et c'est vraiment étonnant. Et là, le ministre de l'Intérieur, qui commente une décision de justice rendue par les juges suprêmes, ça me gêne, que Manuel Valls ait dit ce qu'il a dit. Et ce qui me gêne le plus, c'est que là, il dit que ça met en cause la laïcité, et il y a quelques semaines, quelques mois, il s'est rendu auprès d'associations juives, et là il a dit chaque juif doit être fier de porter une kippa en France. Mais je ne comprends pas pourquoi le ministre de l'Intérieur a des réactions diamétralement opposées quand il s'agit de deux religions complètement différentes. Normalement, l'État, et c'est ça le principe de laïcité, toutes les religions doivent être traitées de la même manière. Et quand j'entends un ministre de la République traiter deux religions de manière aussi différente, moi, honnêtement, quand je vois ça, ça me fait honte d'être français. Abdelmalik Djermoun sur l'analyse que nous a faite Karim à l'instant. L'analyse de Karim ne peut être qu'une analyse que beaucoup de gens doivent avoir quand on regarde effectivement ce qui se passe. C'est terrible comme constat quand même. C'est terrible, notamment quand le ministre de l'Intérieur dit « Moi, je sors quelques secondes de mon statut et je rejette la décision de la Cour de cassation, je tombe à la renverse. » En sortant quelques secondes de mes fonctions, je veux vous dire combien je regrette la décision de la Cour de cassation aujourd'hui sur la crèche Babylou et sur cette mise en cause de la laïcité.
D'abord, s'il sort quelques secondes de son statut, j'ai même pas envie de l'écouter, je m'en fous. Maintenant, on ne sort pas de son statut quand on est ministre, c'est tout le temps. Et il a fait à l'Assemblée nationale aussi. Je veux dire, il n'a pas à rejeter l'arrêt de la Cour de cassation. De quel droit? Où on a entendu ça? Ni moi j'ai le droit, ni lui n'en a le droit. Et ça, c'est aussi un principe d'égalité. Et effectivement, je vais être dur dans mes propos, mais je le suis volontairement pour pouvoir alerter et les arrêter. On va tout de même pas nous faire un code musulman dans cette histoire. Parce qu'effectivement, les lois qui se succèdent les unes derrière les autres depuis quelques années ciblent exclusivement la communauté musulmane. Aïssam Yahya, sur la réaction de Karim, encore une fois, je répète, je résume, qui dit, voilà, on nous demande de saisir la justice lorsque vous avez des problèmes. Quand la justice nous donne raison, il y a derrière une loi qui annule tout. En tout cas, la position de Karim, elle est symptomatique du fait qu'aujourd'hui, maintenant, les jeunes musulmans de France commencent à revoir la laïcité, tout le conformisme qu'on nous avait appris à l'école sur la laïcité, on est en train de la retravailler et de revoir cette notion sous un œil totalement différent, et notamment sous une perspective historique. Mon prédécesseur avait dit qu'on devrait défendre la laïcité parce qu'elle nous protège. Aujourd'hui, il y a des musulmans aujourd'hui n'y croient plus, parce qu'on fait un simple constat. Dans les pays européens où il n'existe pas de principe de laïcité, la liberté de culte, elle est beaucoup plus respectée. Que ce soit en Allemagne, que ce soit en Angleterre, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les pays scandinaves. Donc tout ce blabla qu'on est en train de nous a rabâché pendant 20 ans, la laïcité, elle nous protège. Elle nous protège de quoi en réalité? La réaction de Karim, elle est vraiment symptomatique de ça. Maintenant, les jeunes musulmans, ils sont en train de se réapproprier ces notions. Mais qu'est-ce que ça veut dire la laïcité? On est dans une perspective européenne. Rien que nos voisins à 1 heure d'ici, vivent un islam beaucoup plus libre. Dans quel pays cela pose problème? C'est en France, et toujours en France. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose, et beaucoup de musulmans aujourd'hui ne veulent pas y revenir parce qu'il y a une peur. Quand on étudie ce principe, on voit bien qu'en réalité, il y a des contradictions internes qui fait que c'est quelque chose d'extrêmement flou. Chacun y met de son interprétation politique et juridique. Finalement, on se rend compte que c'est un moyen qui est utilisé contre certaines communautés. La laïcité, elle a été utilisée il y a 100 ans contre les partisans de la religion chrétienne, catholique. Aujourd'hui, le catholicisme en France, il est réduit à ce qu'on sait. Aujourd'hui, la cible, c'est l'islam. Et pourquoi? Parce que fondamentalement, quand on regarde d'un point de vue historique la laïcité, quel était son fondement, vous regardez les textes de Jules Ferry, de Paul Berle, de René Viviani, de Ferdinand Buisson, les pères fondateurs de la laïcité française, vous regardez le cynisme en réalité. Dans leur vision de la laïcité, c'était vraiment promouvoir une espèce d'irreligion et d'athéisme, il faut le dire. Il y a une dérive laïciste et on le sent bien. Le fait que la loi de 1905, elle a été, je dirais, volontairement floue, en même temps en laissant quelques entrées sur lesquelles elle pouvait dériver contre certaines communautés qui peut-être n'existaient pas encore en 1905, mais finalement, nous les musulmans aujourd'hui, on remplace la communauté chrétienne de la fin du XXe siècle. Et cette laïcité, elle est réactivée dans sa vision pure et dure. Je dirais même que c'est même plus une laïcité, c'est du laïcisme. Donc c'est une véritable lutte contre tous les signes de religiosité. Ahmed Khelifi, ensuite de nouveau les auditeurs. Moi je pars du principe qu'à partir du moment où la laïcité est garantie par ma constitution, c'est la meilleure protection pour le musulman lorsqu'il veut le faire valoir sa propre croyance dans les... Je peux t'interrompre? Oui. Juste, mais alors, explique-moi pourquoi dans d'autres pays où il n'y a pas de principe de laïcité, ça se passe mieux. Mais j'y arrive. Donc pour moi, je suis un légaliste. Je suis dans un ensemble de règles et de normes qui sont acceptées par tout le monde. Et je dis qu'à partir du moment où elles s'appliquent à tout le monde et sans distinction de personne, de race, de couleur ou de religion, j'ai intérêt à les promouvoir et même en être l'ambassadeur. Maintenant, pour répondre à votre question, contrairement à l'idée reçue et le modèle particulièrement anglo-saxon, il m'a été donné de voir un reportage sur Canal+, dans lequel, dans certaines contrées des États-Unis, on brûlait les grues, les matériels de chantier pour interdire les constructions de mosquées. Donc, mais ça c'est du fait divers. Oui, c'est la population. C'est pas ça. On parle du droit, on parle du droit. On parle je veux dire que là, c'est que nous sommes. Pour moi, la laïcité, c'est la séparation du religieux et du politique. Théoriquement. C'est la loi de 1905. J'ai dit tout à l'heure que tout le monde s'habillait de la laïcité, mais je mettais au défi quiconque de pouvoir la définir. Et comme le disait l'auditeur tout à l'heure, il s'étonne à juste titre que lorsque l'on revendique la règle et que l'on demande à un arbitre, qui s'appelle le juge, d'appliquer la règle et qu'il donne raison à la victime de cette même règle, les bourreaux
intellectuels, entre guillemets, s'empressent de vouloir la changer. Non, même pas, le politique, c'est le politique qui veut, légiférer. Oui, non, mais je veux dire que dans mon esprit bourre intellectuel, j'entendais politique. C'est pas pareil. Je voulais dire que les politiques s'empressent de vouloir la changer parce qu'elle n'est pas suffisamment efficace ou elle ne produit pas l'effet qu'ils escomptent. La réponse est très simple, c'est que tant que vous n'aurez pas une représentation politique ou un poids politique, et tant que vous ne serez pas assis à la table des députés, vous ne pourrez que subir les lois. Je suis désolé, c'est ainsi. Je te prends juste réponse de Aïssam, ensuite la pause. Dans la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 1er, qu'est-ce qu'il dit? La France est une république une, indivisible, démocratique, sociale et laïque. Oui. Comment tu interprètes le laïque? C'est la France qui est laïque ou ce sont les Français qui sont laïcs? La République. La République est l'ensemble des Français. Alors, en face du micro, Ahmed, c'est dans la République est l'ensemble des Français. Enfin, l'ensemble des gens qui sont dans l'espace français. Donc, voilà, donc il est là le problème. Si c'est la France, elle représente les institutions, ce sont les institutions qui sont laïques, ou ce sont les Français qui sont laïques. Donc là, on en fait un dogme obligatoire. Et je suis désolé de dire que là, on mange la liberté d'opinion et d'expression. Dans cet esprit, la laïcité, d'après la loi de 1905, c'est la séparation du religieux et du politique. On n'a pas de contrariété. D'accord, mais mais on vit dans le même espace. D'accord, mais est-ce que c'est la France qui est laïque, les institutions, ou ce sont les Français qui doivent intérioriser cette laïcité en tant que dogme? Le mot, c'est la République qui est laïque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la République est laïque? Effectivement, si je peux me permettre juste quelques secondes pour essayer d'apporter quelques éléments que j'ai, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, elle a 2 arrêts du 4 décembre 2008 qui dit que la clé de voûte de la laïcité en France, c'est bien la loi de 1905 sur les 2 premiers articles. Article 1, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. L'article 2, donc, les principes de séparation, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. La laïcité, effectivement, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Aïssa, allez-y, ensuite la pause. Il y a une dérive du terme laïque. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez pas voir la réalité ou pas? Je prends un exemple. Une femme qui est voilée aujourd'hui, dans la conscience populaire du français moyen, elle est voilée, elle n'est pas laïque. Pourquoi? Parce qu'elle porte le voile. D'où ma question, que veut dire la laïcité? Est-ce que c'est une croyance qui nous oblige à, comme l'a dit Karim, à nous assimiler, c'est-à-dire à nous délester de tout signe de religiosité? Donc là, on voit bien l'aspect totalitaire, l'aspect liberticide, mais on est dans cette tendance. Maintenant, quand vous me dites le français moyen, c'est sa pensée à lui, mais c'est pas le fondement et le principe de la laïcité. Tu n'oublies pas qu'on est en démocratie, d'accord? On est dans une démocratie, les opinions, elles comptent. À la base de la démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Oui, mais la loi est écrite. Il élit ses députés qui peuvent légiférer. Donc je suis désolé, quand je vois 85% des Français sont d'accord pour légiférer une loi pour l'interdiction du hijab dans le domaine privé, quel parti politique va s'opposer à cette volonté populaire? Allez, 19h, on fait une pause, je vous redonne la parole dans un instant, puis qu'on écoutera les auditeurs. Le forum débat de Beurre FM, Abdelkrim Bramine. Bientôt 19h25, on ne perd pas de temps, on écoute tout de suite les auditeurs. Mazienne nous appelle de Paris 18e. Mazienne, bonsoir. Bonsoir Abdelkrim, bonsoir à vos invités. Bonsoir. Alors moi je crois que on est dans une problématique impossible à résoudre, parce qu'il y a le droit, mais en dehors du droit, il y a tout l'aspect culturel. Et la France a sa culture, l'Europe en général, mais particulièrement la France, que je connais mieux puisque j'y vis depuis longtemps. Et je pense qu'une femme en hijab, pour eux, c'est quelque chose d'inadmissible. Ce n'est même pas une histoire qu'elle soit religieuse dans le sens musulman. C'est que vestimentairement, culturellement, ça ne correspond pas du tout au, comment on appelle ça, au canon de la culture européenne et française. Donc je pense qu'on dit on a le droit de culte, mais il ne faut pas que ça soit visible. Parce qu'une musulmane en hijab, c'est trop visible. Donc d'une certaine manière, vous êtes français de papier, mais si vous pratiquez votre religion, vous êtes étranger à la culture française. Donc d'une certaine manière, tous les gens que j'entends qui se disent « moi je suis français mais musulman », je crois qu'il va falloir choisir. Parce qu'on ne peut pas être les deux, c'est impossible, parce que culturellement, c'est pas possible. Merci Mézienne, mes invités vont réagir dans un instant. On va écouter plusieurs auditeurs à la suite pour éviter de les faire attendre. Sabah nous appelle de Poissy, dans le 78. Sabah, bonsoir. Oui, bonsoir Abdelkrim, bonsoir à vos invités et bonsoir aux éditeurs qui sont nombreux.
Donc, par rapport à la loi de Fatima, qui est d'ailleurs pas loin de chez moi, parce que Chanteloup et Poissy, c'est pas très très loin, sachant que Babylou, c'était une crèche privée. Donc dans le sens où la dame en question n'avait pas au départ le voile, mais ça n'empêchait pas qu'elle travaillait très bien, ça n'a jamais remis en question son statut professionnel. Or quand elle est revenue avec son voile, on lui a dit tu reviens pas, etc. parce que tu déranges. À la suite de ça, donc la Cour de cassation, parce que c'est la plus haute juridiction de notre pays, a rendu, comme a dit la personne qui est sur votre plateau, une législation qui risque aussi de faire jurisprudence aussi en France. Donc ça dérange certains politiques qui eux-mêmes ne respectent, qu'ils ont tellement de démêlés judiciaires à dénouer déjà en France. Donc au lieu de s'occuper de leurs affaires, etc., donc ils préfèrent venir taper sur qui, encore une fois, sur les musulmans, les musulmanes. Donc nous, on est pris entre deux feux, à savoir, est-ce que l'on doit respecter les lois de cette République ou alors, comment dirais-je, être hors la loi? Merci, on vous dit à très bientôt. Alors mes invités ont écouté religieusement, si je peux me permettre l'expression, les éditeurs depuis tout à l'heure. Une réaction sur les différents témoignages qu'on a entendus, notamment, enfin terrible encore une fois, un constat d'un auditeur qui nous disait « J'ai l'impression qu'il va falloir choisir, musulman ou français ». Abdelmalik Germoun. Oui, je pense qu'il ne faut pas choisir, il faut être ce que nous sommes français, musulmans, et jusqu'au bout. Avec la contrainte, j'ai entendu Sabah qui disait qu'effectivement, est-ce qu'on doit respecter les lois de la République? Maître Akiki, sur les différents témoignages qu'on a écoutés des auditeurs. Alors ces différents témoignages, il y a vraiment un dénominateur commun, c'est qu'on a des gens qui se sentent tous montrés du doigt, ils se sentent tous, faut le dire clairement, discriminés, parce que c'est un gros problème de discrimination, et aujourd'hui ce problème a l'air de devenir un problème de société, dans la mesure où les médias et les politiques s'en saisissent. Donc moi je sais pas, j'ai pas la réponse. Est-ce qu'il faut que les musulmans s'organisent pour défendre leurs droits collectivement, ou si, en tout cas ce qui est certain, ce qui m'a touché dans ces témoignages, ils se disent, on nous regarde pas comme des Français, mais j'ai l'impression qu'eux-mêmes ne se regardent pas comme des Français, parce qu'ils parlent d'un nous, je sais pas ce que veut dire ce nous. Aïssam, pour rebondir sur ce que disait Sofiane, c'est vraiment il y a consensus maintenant chez les musulmans sur le fait de se sentir exclu et rejeté. Et la chose qui est extraordinaire, c'est que à chaque fois, les solutions qui nous sont proposées, c'est revenir à une cohésion communautaire, revenir à avoir une espèce de poids. Mais quand on regarde toute cette logique, tous ces faits divers, tous ces faits politiques récurrents autour de l'islam, ils sont alliés avec justement la cooptation et la gestion de l'islam en France. C'est-à-dire que plus on a des élites communautaires qui sont totalement soumis à plat ventriste devant les autorités françaises, plus l'autorité française juridique, politique, je dirais cette espèce le clergé de la République française, légifère et se sent pousser des ailes et pouvoir légiférer. Plus on a un déficit de représentation réelle de l'islam, donc on a des imams à la Chalroumi, à la Tarek Obrou, etc., plus l'État légifère et se sent la capacité de légiférer sur l'islam, sachant que de toute façon les musulmans ils ne peuvent pas s'exprimer. En fait, vous voulez dire que les élites, je mets le mot entre guillemets, musulmanes valident tout ça là, c'est ça? De toute façon, elles valident rarement directement, mais de toute façon toujours indirectement. Ils sont là pour cautionner. Elles sont là pour cautionner, c'est clair et c'est net. Et on voit bien qu'il y a une stratégie là qui est mise en place et qui marche très très bien. Et il y avait une auditrice qui disait que oui, mais les musulmans ils ont qu'à pleurer sur eux-mêmes. 80% d'entre eux ont voté le Parti Socialiste. 93% d'entre eux ont voté pour et je sais qu'ici on ne sera pas tous d'accord, parce que moi une de mes solutions ce serait pas de continuer à voter. Je reprendrai ce que dirait Malcolm X. Si on m'invite à jouer à un jeu où les règles sont faites pour que je perde à ce jeu, je ne joue pas à ce jeu. Et aujourd'hui, la configuration politique, sociale, électoraliste en France a fait que de toute façon, je vote à gauche, à droite, pour qui, comment, je serai toujours perdant. Parce qu'il faut comprendre encore une fois les mouvements de fond qui animent la société française. Un des auditeurs parlait d'un point de vue de la culture française, une femme voilée, c'est déjà problématique. C'est réel. Si on rajoute à ça le passif français dans sa politique justement de dévoiler la musulmane
pour justement contrôler les musulmans, donc sa politique notamment, ce qu'elle a fait en Algérie, pour relire Frantz Fanon, bien sûr, il l'explique très bien, qui a très bien expliqué que le dévoilement c'était une stratégie politique pour s'approprier une partie du corps de la société musulmane. Donc là, c'est clair, quel modèle même de société de femmes il nous est proposé, c'est les fémènes. Donc là, il y a vraiment je dirais, une culture et une logique politique qui est derrière. Le français, c'est obligatoirement ça. Si on n'est pas comme ça, si on n'entre pas dans le canon, on n'est pas français. Malgré qu'on soit né en France, 3e, 4e, 5e, 6e génération, à partir du moment où il y aura toujours des marques de visibilité d'islam, et le frère Sofiane disait quels sont les musulmans qui sont pris pour cible, tout de suite les premiers musulmans qui sont pris pour cible, ce sont ceux dont on lit l'islam sur eux. Donc d'où pourquoi ça se focalise toujours sur les musulmanes. Parce que tout de suite, une musulmane qui porte un hijab, elle est tout de suite visible. Ensuite, ça se répercute sur l'ensemble de la communauté arabo-maghrébine selon différents cercles. Mais les choses elles sont extrêmement... Vous faisiez allusion à ce chapitre concernant le voile, plutôt le dévoilement de Frantz Fanon. Donc je rappelle à nos auditeurs qu'il est présent dans l'un des livres de Frantz Fanon, L'an 5 de la révolution algérienne. 19h43, on fait une pause, ensuite ce sera la dernière partie de cette édition avec la conclusion de mes invités, nos derniers auditeurs. À tout de suite. Le forum débat de Beurre FM, Abdelkrim Radine. Il nous reste 5 petites minutes pour conclure sur, bien évidemment, on en est au stade de la réflexion, des solutions, notamment le combat politique. Ça va être très important, Ahmed Khalifi. Alors en fait, on a deux cas de figure. Soit on considère qu'on est des Français, qu'après tout on est dans un appareil démocratique et que le suffrage universel est un outil qui est à la disposition des plus habiles et on fait valoir nos droits comme la LGBT a obtenu... la loi mariage pour tous, le mariage pour tous, alors qu'ils sont pas forcément les plus nombreux dans ce pays. Donc en fait, pardonnez-moi, je veux dire on est 65 millions, donc ils sont pas forcément les plus nombreux dans son pays. Soit on considère qu'il faut réagir en tant que discriminé et on va appliquer le principe américain, la lutte pour les droits civiques avec Malcolm X et Martin Luther King. Et je dis non, je dis aujourd'hui, nous sommes dans une société où il y a un certain nombre d'aberrations qui sont à destination des mêmes. Ces mêmes ont la difficulté, ou on dirait-je, peut-être l'inopportunité de ne pas utiliser à bon escient les outils qui sont à leur disposition. Pour moi, l'abstention est l'arme la plus meurtrière qui puisse être proposée aux musulmans. Pourquoi ? Parce que dans une élection, que vous y participiez, vous sortirez un candidat. Et ce candidat pourra tout à fait légiférer. Or aujourd'hui, il y a 577 députés qui manifestement semblent faire le consensus contre la notion même d'islam dans ce pays et qui prendront des décisions qui s'imposeront à tous et en particulier à nous. Donc moi je dis que lorsque l'on ne veut pas souffrir de l'aberration ou des exagérations de loi, eh bien il faut être aussi assis à la table des décideurs. Solution alors diamétralement opposé à votre conception à SM. Bon, déjà, c'est comprendre les fondamentaux de la démocratie. La démocratie, donc, on a un suffrage universel. Automatiquement, ça a été déjà décrypté depuis Platon, on a un effet de majorité. Les musulmans sont minoritaires dans le pays. Quoi qu'il arrive, je ne pense pas qu'ils seront majoritaires pour pouvoir influencer la politique dans ce pays, ne serait-ce même dans 30, 20 ou 50 ans. Donc déjà, pour vouloir influer électoralement sur ces décisions-là, il faudra avoir un poids électoral. Or, le vote musulman, il n'existe pas, le vote musulman. Ici, on se mettrait même pas d'accord sur un seul candidat. C'est faux. Donc, le vote musulman n'existe pas. C'est faux. Le vote musulman n'existe pas. Ça, c'est vraiment. Non, mais arrêtez. Alors, on n'aura pas le temps de développer parce qu'il nous reste encore. Alors, un dernier mot, SM, rapidement. L'abstention, c'est une abstention revendiquée, militante et je dirais même presque politique. Lorsque les autorités comprendront que le jeu, le théâtre de la démocratie, risque de ne plus fonctionner pour une partie de sa population qui est importante, là, il va commencer à avoir extrêmement peur. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à mes invités, merci aux auditeurs, merci à Fabrice, très bonne soirée. Salut. Le forum débat de Beurre FM, l'information autrement.